On va parler ce soir en sport du Togo où le TAS a vidé le contentieux entre la FTF et Ogoua. Nous serons du côté de la Fédération ivoirienne de football en Côte d'Ivoire donc pour évoquer justement cette proposition de Gianni Infantino qui veut que l'élection soit sur le modèle de la CAF et en Europe, la Ligue des Champions qui sera 100% anglaise en fin de ce mois. On en parle avec Henri Akodo de afriqueexpressport.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Le premier sujet, je le disais, le tribunal arbitral sportif a vidé le contentieux entre la Fédération togolaise de football et Ogoua, ce club de deuxième division. Henri Akodo rappelle des faits. Qu'est-ce que ce dossier FTF Ogoua? C'est la fin d'un long feuilleton qui a duré quasiment pendant 2 années. Il faut préciser que Agoua de Kusuntu, qui est un club de deuxième division togolaise à l'époque, lors de la saison 2018-2019, était candidat pour la montée au vu des résultats sur le terrain. Mais à quelques journées de la fin de ce championnat national de deuxième division, saison 2018-2019, la commission d'homologation des compétitions au niveau de la Fédération togolaise de football a été saisie par certains clubs par rapport au fait que le club d'Agoua Kusuntu a aligné un joueur qui n'était pas éligible. Et à ce titre-là, le club a été sanctionné. On a retiré des points au club et le club n'a pas pu monter au niveau de la première division. Et donc, cela avait créé un peu de frustration, même si derrière le président d'Agoua Kusuntu, M. Moustapha Kassendia, a eu à faire un recours au niveau de la commission, de recours au niveau de la FTF. Ce recours-là n'a pas donné satisfaction. Et finalement, lors du congrès électif, en tout cas le dernier congrès électif de la Fédération togolaise de football qui a eu lieu à Accra, le président colonel Guy Kossi-Akpovi a été en tout cas reconduit à la tête de l'instance fédérale du football togolais, mais le club d'Agoua Kusuntu, notamment son président, en tout cas estimait que cette élection ne répondait pas au règlement en vigueur au niveau de la FTF parce qu'il estimait que le quorum n'était pas atteint et que même si le candidat Guy Akpovi, qui était le seul en lice à l'époque, même s'il était le seul candidat à liste qui devait avoir un vote secret, ce n'était pas le cas. L'Assemblée générale avait décidé à ce que ça soit un vote par acclamation, contrairement à ce que les tests prévoyaient. Et il avait utilisé cet argument-là pour porter un recours au niveau du TAS, du tribunal arbitral des sports en Suisse, qui s'est saisi de l'affaire. Et avec beaucoup de rebondissements, finalement, hier, la décision elle est tombée. Agoua de Kusuntu est débouté dans cette affaire. Le TAS a reconnu recevable ses greffes, mais en tout cas, finalement, sur la base des tests qui résistent, la fédération du TAS a décidé finalement que Agoua de Kusuntu n'a pas raison et que le président Guy Kossi-Akpovi est bel et bien légitime et que l'élection s'est bien passée. Et finalement, il n'y a pas assez de conséquences pour la FTF, mais derrière, Agoua de Kusuntu doit pouvoir s'acquitter d'une amende de 1 million de francs CFA au niveau de la Fédération togolaise de football et les frais de ce recours-là, en tout cas, de cette démarche judiciaire, seront payés également par le club d'Agoua de Kusuntu. Alors, quand on voit un peu, j'ai l'impression qu'il y a 2 affaires. Il y a une première affaire de retrait de points à Agoua Kusuntu, ce qui l'empêche de monter en première division. Oui. Et puis, il y a l'affaire de l'élection de la présidente de la FTF qui n'a en fait rien à voir avec la première affaire. Est-ce qu'on peut y voir une sorte de vengeance que cherchait à prendre le président d'Agoua Kusuntu? En tout cas, cela a l'air d'un règlement de compte, tout simplement, parce que lorsque cette affaire avait éclaté au grand jour, l'affaire du retrait des points, il y avait eu des réunions pour pouvoir concilier les 2 positions. On se rappelle également que la commission de recours
qui avait statué par rapport à cette affaire. La plupart de ses membres ont été, en tout ça, sanctionnés par le comité exécutif. Et à ce titre-là, Agouad Koussountou disait que cette commission, certains membres de cette commission-là étaient manipulés et que finalement la décision qui était rendue n'était pas celle qui devait être rendue. Elle ne répondait pas aux normes de la FTF. Et finalement, ils ont attendu le bon moment pour pouvoir s'usir et dire que cette fédération-là, elle n'est pas légitime. Et donc, finalement, c'est deux affaires assez différentes, mais sur la base des faits, sur la base des éléments de preuve factuelle, on peut dire, en tout cas avec une certaine objectivité, qui avait bel et bien, évidemment, une volonté de pouvoir se venger au niveau par rapport aux dirigeants d'Agouad Koussountou. Mais quand on revient, par exemple, à ce qui a constitué la plainte d'Agoua au niveau du TAS, s'agissant de l'élection de Guy Akpovi, les tests, est-ce qu'ils autorisent une élection par acclamation? Bien évidemment, quand vous jetez un peu le regard au niveau des règlements et des statuts qui régissent l'organisation des élections au niveau de la FTF, il n'y a pas, même si le quorum n'est pas atteint, il faut véritablement, même si le quorum est atteint, il faut véritablement passer par un vote secret pour pouvoir véritablement entériner l'élection. Mais ce n'était pas le cas. La Fédération togolaise de football se défend en disant qu'il y a eu véritablement une révision, en tout cas séance tenante de ces tests avant le vote, et donc sur cette base-là que l'Assemblée générale était légitime pour pouvoir véritablement changer le mode d'élection le jour-là. Donc sur cette base, la Fédération togolaise de football défendait toujours quel était légitime. Le nouveau bureau exécutif était légitime parce que l'élection, même si la révision n'a pas été faite avant, la révision des tests n'a pas été faite avant l'élection, que l'Assemblée générale avait décidé de pouvoir utiliser ce modus operandi, et donc à ce niveau qu'il n'y a pas véritablement de problème. Donc je pense que le TAS est aligné sur véritablement les arguments de la Fédération togolaise de football, et c'est Agouad Koussountou qui perd véritablement l'affaire. Donc la FTF se trouve reconfortée par la décision du TAS. Quelle conclusion Agouad va-t-il pouvoir en tirer aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est une affaire qui est consommée. L'élection du président colonel Guy Akpovi, elle a été entérinée depuis janvier 2020. La CAF a même salué cette élection. La FIFA également l'a faite. Le TAS également vient de consolider ce bureau exécutif. Je pense que nos amis d'Agouad Koussountou doivent pouvoir revenir à la raison et se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement du football togolais, c'est la marche en avant, c'est le développement d'abord de ce club d'Agouad Koussountou qui doit retrouver des couleurs, et cela passe également par une prochaine main tendue des dirigeants de la Fédération togolaise de football, parce que même si aujourd'hui la FTF se retrouve reconfortée dans cette affaire, c'est dire que s'il y a eu ces malentendus, c'est dire qu'il y a quand même une responsabilité engagée au niveau de la FTF qui est engagée dans cette affaire, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites à un niveau donné, et donc il faut beaucoup d'humilité au niveau de l'instance fédérale du football togolais pour rassembler tous les acteurs afin de permettre à ce football-là de pouvoir retrouver ses lustres d'antan. Et Agouad, de son côté, continuera donc en deuxième division. Agouad Koussountou est en deuxième division. Le championnat vient de démarrer il y a quelques jours. C'est un championnat inédit avec 6 équipes différentes dans 6 équipes qui composent 3 poules. Donc, ce sont 18 équipes. Ils vont jouer les playoffs pour déterminer ceux qui vont monter. Je pense qu'il est important aujourd'hui pour ce club-là de pouvoir se concentrer sur sa montée cette saison. Notre deuxième sujet, nous parlons maintenant de la présidence de la Fédération ivoirienne de football qui va prendre la tête de la FIF. Le comité de normalisation du football ivoirien vise à choisir un président à la Fédération ivoirienne sur le modèle de la Confédération africaine de football. C'est ce qu'a en tout cas annoncé mardi à Abidjan le président de la FIFA, Gianni Infantino. Nous avons besoin
que le football ivoirien monte très haut. C'est le message que nous avons apporté au ministre des Sports, puis au président de la République, a déclaré Infantino en visite en Côte d'Ivoire lors d'une conférence de presse. On se rappelle ce mode d'élection, Henri Akodo, au niveau de la CAF. Tout le monde avait trouvé cela très surprenant. Ça a été une sorte d'ingérence de la FIFA d'abord, et puis une façon de lire quelqu'un par la volonté du seul Infantino. On a l'impression qu'il veut maintenant étendre ce modèle-là. Nous sommes toujours dans cette caporalisation-là des institutions africaines, notamment les différentes fédérations par rapport au niveau de la FIFA, parce que, comme vous le disiez tantôt, c'est à ce scénario rocambolesque qu'on avait assisté en mars dernier, avant l'élection du nouveau président du comité exécutif de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui était apparemment le candidat désigné, voulu par Gianni Infantino, et même s'il y avait d'autres candidats qui voulaient véritablement briguer cette fonction, il a su par sa stratégie, il a su par ses agissements réunir tout le monde autour de la table, et les autres, notamment Maître Augustin Senghor, Maître et Jacques Anouma et Ahmed Yahya, ont accepté volontiers la candidature de Patrice Motsepe, de laisser la place à Patrice Motsepe d'être le seul candidat en lice. C'est ce à quoi on a assisté. Il veut implémenter encore une fois ce modèle au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une très bonne chose? Je pense que je ne saurais le dire, en tout cas a priori, parce que aujourd'hui, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans le landerneau footballistique ivoirien, c'est quand même atypique, parce que cette élection-là devait avoir lieu en septembre dernier. On est allé de report en report parce que les acteurs ne se sont pas entendus par rapport au mode opératoire, par rapport aux différentes candidatures, notamment Yacine Diallo, Sori Diabaté, Didier Drogba. Il faut rappeler que la candidature de Didier Drogba avait été dans un premier temps rejetée, et finalement les voix se sont levées pour dire qu'il y a eu de la pression, et donc derrière celui qui dirigeait le comité de cette élection avait dit qu'il avait validé la candidature de Drogba dans un premier abord, et finalement cette candidature-là a été rejetée. Donc ce sont tous ces aspects-là qui ont amené la FIFA à désigner un comité de normalisation dirigé par la défenseuse des droits de l'homme, Madame Mariam Dao Gabala, qui dirige aujourd'hui ce comité de normalisation. Elle a pour rôle d'organiser des nouvelles élections, une nouvelle élection, j'allais dire, d'ici un an, parce elle a pris fonction le 14 janvier dernier. 14 janvier dernier. Non, le 21 janvier. Le 21 janvier dernier. Mais finalement, c'est le mode opératoire que la FIFA veut implémenter. Gianni Infantino est allé voir le ministre des Sports, Dao Paulin, mais également le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Apparemment, ils sont d'accord par rapport à ce projet de Gianni Infantino. Je pense que ça sera forcément consommé. Alors, consommé, quand Gianni Infantino veut implémenter donc le modèle CAF au niveau de la FIFA, on pense en même temps à Drogba. Il a choisi Motsepe pour la CAF. Drogba est-il son choix pour la FIFA? Sur le plan éthique, ça paraît quand même ahurissant, parce que, comme je le disais tantôt, même si Gianni Infantino veut que les acteurs du football ivoirien se réunissent autour d'un projet pour pouvoir permettre à ce sport-là, à ce football ivoirien-là d'évoluer, ce n'est pas la méthode idoine quand vous regardez un peu, en tout cas le contexte ivoirien, parce que la plupart, ces trois candidats ont des programmes assez intéressants. Et en principe, ce sont les acteurs, notamment les présidents de clubs, les présidents de ligue, qui doivent décider, qui doivent porter leur choix sur celui qui devrait être le prochain président de cette instance. Mais finalement, on a comme l'impression que Gianni Infantino a déjà choisi son homme, Didier Drogba. C'est vrai qu'on est en train peut-être de lui prêter des intentions, mais quand on regarde avec subtilité tout ce qui s'est passé depuis l'annonce de ce processus électoral et la mise en place de ce comité de normalisation et les agissements de Mariam Dao Gabala qui veut actuellement faire un audit complet
de la gestion des affaires du football ivoirien par le bureau sortant, dont le vice-président est un certain Sori Diabaté. Quand on regarde tout ça là, ça peut prêter suffisance à un certain choix porté sur Didier Drogba pour pouvoir être le prochain président de la FIFA. Ça veut dire quoi? Que Drogba lui-même serait incapable de se faire élire dans une élection régulière? Quand on regarde un peu le programme qu'avait proposé Didier Drogba, en tout cas depuis l'annonce de sa candidature, c'est un programme assez intéressant, c'est un programme assez sérieux. Les autres également ont des programmes assez cohérents, mais il faut dire que Drogba fait office d'un nouveau dans le système et que la plupart les deux autres candidats sont des candidats qui sont dans le système, qui maîtrisent bien les rouages du football ivoirien pendant plusieurs années. C'est l'une des reproches faites à Didier Drogba. Maintenant, aujourd'hui, quand on analyse un peu le contexte, ce que Gianni Infantino veut faire un peu partout dans toutes les confédérations et dans toutes les fédérations, il veut du sang nouveau, il veut un sang frais, il veut des gens qui n'ont jamais été mouillés dans les affaires de corruption, dans la gestion des différentes fédérations. Et pour lui, Didier Drogba répond bien à ce critère-là. Parce que quand vous voyez un peu l'un des critères qui ont favorisé la désignation de Patrice Motsepe, c'était qu'il n'avait pas eu la chance il n'avait pas été dirigeant d'une fédération, et cela a plaidé pour sa cause. Aujourd'hui, Didier Drogba est dans cette poursuite. Ça a l'avantage, forcément. Oui, on peut dire sans embâche que certainement sans Gianni Infantino, Didier Drogba ne pourrait pas être président parce qu'il ne fait pas forcément l'unanimité au sein des acteurs du football ivoirien, parce que véritablement, il n'avait pas reçu l'assentiment, n'avait pas réussi à rassembler tous ces parrainages. Aujourd'hui, avec cette méthode de Gianni Infantino, il sera probablement le successeur du feu, l'ancien président de la FIFA. L'ancien président de la FIFA, qui n'est autre que Augustin Sidi Diallo. Mais ça relance toujours le débat sur, j'ai envie de dire, l'indépendance. Je sais que bon, la FIFA, c'est la fêtière, vous avez la CAF qui est là, vous avez les fédérations qui ont quand même le droit de décider de leur processus électoral. Cette hégémonie de la FIFA aujourd'hui, est-ce que c'est toujours bien apprécié? Elle pose problème dans l'opinion. Et je le disais tantôt, sur le plan éthique, ce n'est pas une très bonne chose, parce que la FIFA se fait le centre de la promotion des valeurs éthiques, la tolérance, le partage, le mérite, la compétitivité, et désigner, en tout cas de façon ex nihilo, un tel candidat pour pouvoir briguer le poste de président d'une fédération, ça ne fait pas bien. Je pense que c'est antinomique même par rapport aux valeurs, par rapport aux tests de la FIFA. En principe, cette élection, quel que soit le contexte, quels que soient les clivages, doit pouvoir se dérouler sur la base des tests en vigueur et de la Fédération ivoirienne de football et de la CAF et celui de la FIFA. Donc, autre chose que l'application de ces tests-là en la matière s'apparente forcément à de l'ingérence, à de l'hégémonie, à une volonté affichée de pouvoir caporaliser les instances fêtières du football en Afrique, notamment la fédération et la CAF. Je trouve ça bien dommage. Mais à un moment donné également, il faut dire que si on en est arrivé là, c'est la faute aux acteurs du football ivoirien qui n'ont pas su, à un moment donné, trouver un consensus nécessaire pour pouvoir organiser dans des conditions idoines et de manière équitable cette élection. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Troisième sujet, la Ligue des Champions maintenant. Une Ligue des Champions 100% anglaise. On connaît donc l'affiche de cette Ligue des Champions. La finale, elle opposera le 29 mai prochain à Istanbul, en Turquie, deux cadors du championnat anglais, Manchester City et Chelsea. Après sa brillante victoire 2-0 contre le club espagnol, le Real Madrid au match retour des demi-finales mercredi, les Blues de Chelsea ont validé leur ticket pour la grande finale et ont rejoint les Sky Blues de Manchester City qui s'étaient qualifiés la veille face au PSG 2-0. Également,
Ça n'arrive pas souvent de voir des finales 100% issues d'un seul pays. Ce sera le cas là, et c'est deux grands du foot anglais qui s'affrontent. Oui, il faut préciser que c'est la troisième fois que deux grands clubs anglais se retrouvent en finale de cette compétition. La première fois, c'était en 2008 entre Manchester United et Chelsea au stade Luzhniki en Russie. C'était Manchester United qui l'avait emporté à la fin à l'issue des séances de tir au but. La deuxième fois, c'était tout récemment en 2019 où Liverpool a battu cette formation de Tottenham en finale 2-0. Et la troisième fois, ce sera bien évidemment le 29 mai prochain au niveau de la Turquie entre ces deux équipes. Il faut également dire que on a connu ce scénario-là au niveau de l'Espagne parce que en 2000 déjà, le Real Madrid avait affronté le FC Valence. En 2014, le Real Madrid a affronté également l'Atlético Madrid. En 2016, c'était le revival de cette finale de 2014 entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Donc c'est la deuxième fois. Je peux dire que c'est la troisième fois qu'un club anglais, deux clubs anglais se retrouvent en finale, mais on a déjà connu ce scénario avec les Espagnols également. Maintenant, c'est une finale assez inédite entre deux belles équipes. D'un côté, Manchester City, qui était taillé pendant plusieurs années pour arriver à ce niveau. Ils ont connu des échecs retentissants pendant plusieurs années, éliminés très souvent en quart de finale, en demi-finale également en 2016. Man City, finalement, qui retrouve une finale, qui a battu cette formation parisienne. Man City qui est une équipe pleine de qualité, avec beaucoup de maîtrise technique, avec des joueurs intéressants. Riyad Mahrez, le champion d'Afrique algérien, le champion d'Afrique algérien, qui a marqué un doublé lors de la demi-finale, avec un grand coach, Pep Guardiola, qui retrouve une finale après sa dernière en 2011 avec le FC Barcelone. Et en face, c'est cette belle équipe de Chelsea qui a retrouvé des couleurs après le Limousin de Frank Lampard. Thomas Tuchel qui a apporté un nouveau rythme à cette équipe, une autre vitesse de croisière avec des jeunes joueurs, Kai Havertz, Timo Werner et tous les autres. Ils ont battu le Real Madrid en demi-finale. C'est mérité pour les Anglais qui seront là pour leur troisième finale. Je pense qu'à ce niveau, Manchester City part favori, mais attention à ces jeunes de Chelsea qui sont très insouciants et qui peuvent créer la surprise. Est-ce que c'est aussi une rencontre entre Guardiola et Tuchel? Oui, bien évidemment, exactement. C'est une bataille tactique qui sera assez rude entre ces deux coachs. D'un côté, Pep Guardiola, qui est un féru du beau jeu, du beau football, un jeu en triangle, avec une très belle ressortie de balle, avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup d'aisance technique et des joueurs qui véritablement sont très à l'aise techniquement, qui peuvent faire la différence à tout moment. En face, c'est Thomas Tuchel et cette école allemande qui est basée sur un pressing haut dans la moitié du terrain adverse, qui déjoue souvent les pronostics, qui aime véritablement aller vers l'avant avec une défense très solide aujourd'hui, qui est incarnée par Antonio Rüdiger, un international allemand, Christensen également, qui apporte son grain de sel, sans oublier également l'expérimenté Thiago Silva à 36 ans, qui va rejouer une finale de Champions League après celle de l'année dernière avec le PSG. Il faut dire que Thomas Tuchel aujourd'hui, c'est un scénario atypique pour lui. C'est la première fois qu'un entraîneur quitte un club après avoir joué une finale de Champions League et l'année suivante retrouve un club et l'amène également en finale. Donc c'est deux styles un peu opposés entre un jeu de transition rapide pour le Chelsea et un jeu tourné vers l'avant avec beaucoup de rejouements de passes de Man City. A priori, je le disais tantôt, Pep Guardiola, avec son vécu de Champions League remporté avec le FC Barcelone en 2009 et en 2011. Thomas Tuchel n'a pas encore remporté de Champions League. Avec ce vécu-là, la balance penche un peu du côté de Pep Guardiola. Mais attention à cette formation de Chelsea qui peut surprendre parce que l'histoire parle peut-être
pour Chelsea, parce que je ne voulais pas être superstitieux, mais c'est que depuis la réforme de 93 dans cette compétition de la Champions League, aucune équipe n'est arrivée pour la première fois, n'est pas parvenue à gagner cette compétition lorsqu'elle vient pour la première fois en finale. Il y a eu des exemples patents. Le FC Valence a échoué en 2000, Monaco a échoué en 2004, l'Atlético Madrid a échoué en 2014. C'est la première fois que Man City se retrouve en finale. Est-ce qu'ils vont vaincre le signe indien? Je ne saurais le dire, mais pour le moins, ce qu'on puisse dire aujourd'hui, ça sera une finale haletante entre deux belles équipes anglaises. Les Anglais qui sont en train de prouver encore une fois leur hégémonie sur le football européen. Ils ont l'un des meilleurs championnats au monde. Un championnat rythmé avec ce contexte aujourd'hui où les matchs se sont enchaînés. On se doutait bien de cette capacité des Anglais à être performants sur la scène européenne, mais ce ne fut pas le cas. Aujourd'hui, ils ont démenti quasiment tous les observateurs et ils sont en finale. On aura droit à un très beau challenge entre ces deux formations. Donc, très beau jeu en perspective entre City et Chelsea. C'est difficile de les départager sur papier. Sur papier, Man City part favori. Je vais encore me répéter parce que quand vous voyez un peu la défense Citizens composée de joueurs exceptionnels comme Ruben Diaz qui a apporté cette plus-value dans le précepte de jeu de Man City cette saison. Quand vous voyez un peu l'enjeu composé de Kevin De Bruyne, l'international belge, qui est le créateur, et devant des joueurs très vifs, très explosifs comme Riyad Mahrez, on peut dire a priori que Man City est favori. Maintenant, en face, Chelsea également a un bon joyau de jeunes joueurs avec la politique sportive mise en place depuis 2017 où Chelsea a été empêché de faire des recrutements sanctionnés par l'UEFA. Ils se sont basés sur le centre de formation. Ils ont formé des jeunes joueurs, notamment Mason Mount, Tammy Abraham. Ils ont recruté d'autres jeunes joueurs, notamment Kai Havertz, Timo Werner. Ils sont en train de pouvoir arriver à maturité. Je pense que il va falloir faire attention à Chelsea parce que justement, lors de leur dernière confrontation en finale de la Carabao Cup en Angleterre, c'était Chelsea qui l'a remporté sur Man City et donc l'histoire pourrait se répéter. Man City est favori sur papier, mais attention aux baby blues qui peuvent créer la sensation. Merci Henri Akodo. C'est moi. La pause, le journal, le regard croisé.